Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Avec ou sans accent. Aujourd'hui, on se parle d'une thématique différente, donc on va aborder l'alpha-francisation aujourd'hui. Et j'ai une invitée pour nous parler de cela, qui est Catherine Filion. Je vous présente aujourd'hui Catherine Filion, que je suis vraiment contente de recevoir à mon micro. C'est une enseignante en alpha-francisation du Centre de services scolaires de la capitale depuis 2017. Catherine travaille auprès d'adultes qui apprennent le français tout en développant leurs compétences en littératie. Elle a une maîtrise en linguistique et en didactique des langues de l'Université Laval. Elle a aussi collaboré à plusieurs projets de recherche sur l'alpha-francisation et elle contribue ainsi à des innovations pédagogiques adaptées aux besoins des apprenants. En plus d'être enseignante, Catherine est conférencière à l'UQAM et aussi à l'Université Laval, où elle partage ses connaissances avec de futurs enseignants. Aujourd'hui, elle est avec nous, avec ou sans accent, pour discuter des défis, des stratégies et des belles réussites de son métier. Bienvenue, Catherine. Merci beaucoup, je suis contente de l'invitation. Nous aussi, on est super contents de t'avoir avec nous. Puis, tu sais, je pense que c'est important de parler aussi des populations étudiantes dont on parle un peu moins. Donc, souvent, on parle beaucoup des apprenants en francisation, que ce soit au primaire, au secondaire, aux adultes, mais on parle peut-être un petit peu moins, en fait, et dans la littérature scientifique et quand on parle de francisation tout court, de la population étudiante en francisation alpha. Puis là, je répète alpha-francisation, mais j'aimerais ça que vous puissiez nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est l'alpha-francisation et quelle est la différence de la francisation alpha de la francisation qu'on connaît davantage, plus traditionnelle. Oui, la grosse différence, ça va être les apprenants qui se retrouvent dans les classes d'alpha-francisation. Ces apprenants-là, on parle toujours d'adultes, fait que ça va être dans les CSS ou des gens qui ont 16 ans et plus et qui n'ont pas eu la chance d'aller longtemps ou d'aller tout court à l'école. Donc, c'est des gens qui ont eu soit une scolarité interrompue ou pas de scolarité du tout. Fait que pour différentes raisons, des raisons par exemple de guerre dans leur pays, de parcours migratoire, etc. Donc, c'est des gens qui ont peu d'expérience scolaire et aussi qui ont des bagages différents en littératie, mais souvent qui ne savent pas lire et écrire ni dans leur langue maternelle, ni en français. Donc, c'est ça la grosse différence avec les apprenants en francisation régulière qui sont scolarisés dans leur langue maternelle ou dans leur pays d'origine. C'est vraiment ça qui les distingue en alpha-francisation. Puis, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous spécialiser avec ces gens-là, avec les gens qui avaient besoin d'alpha-francisation? Qu'est-ce qui vous a mené, en fait, à cette spécialisation-là? Quand je me suis retrouvée pour la première fois comme enseignante titulaire d'un groupe en alpha-francisation, je me trouvais peu outillée, en fait, pour les aider dans leur apprentissage, autant dans leur apprentissage de la langue française à l'oral que de la lecture et de l'écriture. Je trouvais qu'il y avait des grosses différences avec les groupes scolarisés, par exemple. Fait que même pour apprendre la langue orale, c'était difficile parce que c'est des gens qui ont moins d'expérience à l'école, qui sont pas habitués d'apprendre des langues dans un milieu scolaire, comme nous, on l'a fait, par exemple, ou comme quand on enseigne à des populations scolarisées. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller un peu investiguer sur c'est quoi les meilleures pratiques avec ces apprenants-apprenantes-là pour pouvoir vraiment mieux les accompagner dans leur apprentissage de la langue, autant à l'oral qu'à l'écrit. Puis j'imagine que, tu sais, justement, il y a beaucoup de défis. Tu sais, puis tu m'as parlé un petit peu de la formation. Puis est-ce que tu trouves que les enseignants sont assez formés? Tu sais, justement, tu disais qu'il te manquait des outils quand tu es arrivé. Est-ce que tu considères que les universités font assez avec les futurs enseignants pour, en fait, dresser le portrait ou outiller, tu sais, sur les populations émergentes, en fait, parce qu'on a de plus en plus de gens qui ont besoin d'alpha-francisation. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire au niveau des formations universitaires? Je pense que oui. Je pense que moi, j'ai terminé mon bac en 2017. Fait que là, ça va faire 8 ans. Et je pense que ça change depuis 8 ans aussi.
parce que autant les stagiaires qui sont arrivés en milieu de stage qui se sentaient moins outillés que les nouvelles enseignantes ou les nouveaux enseignants l'ont mentionné aux universités. Donc, je sais qu'à l'Université Laval, par exemple, le cours de didactique aux adultes est rendu qui va parler presque la moitié de la session de l'alpha-francisation, étant donné que ça fait vraiment partie des offres d'emploi de Québec là, où les futurs enseignants vont travailler. Puis là, ben même à l'UQAM, je pense que ça change aussi. On en parle de plus en plus. Puis je pense que ça va permettre aux nouveaux enseignants d'être mieux outillés quand ils vont arriver devant ces élèves-là. Oui, puis tu sais, on va parler justement de ces élèves-là. Donc, on s'est dit tantôt qu'il y avait des parcours différents, qu'il y avait des choses qui avaient... Ils n'ont pas été chanceux. En fait, c'est pas un choix. Donc, ils ne sont pas aller à l'école par choix. C'est vraiment des circonstances de la vie, en fait, qui a fait en sorte qu'ils puissent pas apprendre le français. Puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi les différences pédagogiques, en fait, les approches pédagogiques différentes qu'on va utiliser en alpha-francisation? Parce que je pense aux gens qui nous écoutent qui disent, bon, souvent, on va passer par l'écriture, la lecture, on va écrire des mots tableaux, des choses. On va passer par vraiment la littératie quand même pour faire apprendre l'oral. Comment on fait pour apprendre à parler ou quand on n'a pas du tout de base en lecture? C'est quoi vos stratégies comme enseignante pour pallier à cela? Il est vraiment là le gros défi, c'est que le papier sur lequel, en tant qu'enseignante, on a souvent tendance à se référer, à donner une feuille, à faire écrire des mots, à faire recopier des choses, ben là, ça devient tout à fait inutile parce que écrire des choses qu'on n'arrive pas à lire, ben on l'apprend pas. Donc, dans ma maîtrise, ce qui a été intéressant, c'est de regarder comment eux sont habitués d'apprendre leur langue en milieu naturel. Si on dit que pas en milieu scolaire, ça serait en milieu naturel, eux, c'est comme ça qu'ils en apprennent des langues parce que bien souvent, ces gens-là sont déjà multilingues. À travers leur parcours migratoire, ils vont avoir appris plusieurs langues ou des fois, dans leur pays d'origine, il y a plusieurs langues qui se parlent là, dans les communautés. Donc, de regarder ça, on se rend compte qu'eux sont vraiment habitués d'apprendre par imitation. Ils vont écouter un locuteur expert, ils vont répéter, ils vont vraiment imiter ça. Donc, de reproduire ça un petit peu dans la salle de classe, ça devient beaucoup plus gagnant que d'utiliser l'écrit. Fait qu'en faisant là, beaucoup de modélisation et en leur offrant beaucoup d'occasions de parler, de répéter les structures qu'on leur apprend, c'est là où les pratiques deviennent plus gagnantes. Fait que c'est vraiment en proposant des activités qui vont permettre aux apprenantes et aux apprenantes de répéter des structures qu'ils ont appris, qu'on leur a montré plusieurs fois, et de les amener à les utiliser dans différents contextes, tranquillement, pas vite. Là, le rythme est quand même assez lent, mais en leur proposant vraiment des activités qui vont répéter ces structures-là pour, tranquillement, pas vite, là, les intégrer dans leur bouche, dans leur vocabulaire, être capable de les transférer dans différentes situations, c'est ça qui va être gagnant. Donc, par exemple, si on veut amener les étudiants à poser des questions, on pourrait choisir une forme et leur proposer toutes sortes d'activités où ils vont pouvoir répéter ça, en essayant le plus possible d'être toujours dans des activités qui sont contextualisées pour qu'ils puissent là, transférer ça aussi dans leur vie quotidienne. Étant donné que c'est vraiment comme ça qu'ils sont habitués d'apprendre des langues dans leur vie quotidienne, hyper contextualisées, c'est ça qu'on va essayer de reproduire dans la salle de classe, finalement. Vraiment intéressant. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, d'une journée type, en fait, en francisation alpha? Tu sais, en quoi ça va différer? Tu sais, parce que vous avez quand même 4 heures à faire. Est-ce que vous faites 4 heures d'oral? Tu sais, à quoi ça ressemble une journée type dans votre travail? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que 4 heures, hein, quand on n'est jamais allé à l'école, on n'est pas habitué, qu'on est dans une langue seconde, on s'entend que la charge cognitive devient hyper élevée. Donc, l'idée, c'est justement de tenter de faire des transitions et de varier les activités pour pas qu'à la fin de la journée, il y ait le cerveau vraiment trop chargé, finalement. Donc, souvent, le but, c'est d'avoir des routines. Moi, je trouve que c'est ce qui va le mieux, autant pour la planification. Moi, là, en tant qu'enseignante, je sais un peu de jour en jour et de semaine en semaine qu'est-ce que je veux faire, quel genre d'activité je veux faire, que pour les élèves, déjà de savoir qu'est-ce qui se passe après, on vient enlever une petite partie de la charge cognitive.
Donc, bien souvent, là, sur mon 4 heures, la première heure va être une routine qu'on va répéter presque chaque jour. Fait que peut-être un petit peu d'écriture, on va écrire, par exemple, la date, commencer à être capable de reconnaître des mots-clés là, comme des mois, des jours de la semaine, ça va être quand même utile. Même s'ils savent pas encore les décoder syllabe par syllabe, ben, ils vont être capables de les reconnaître là, en lisant. Donc, de choisir là, des thématiques comme ça. Fait que la date, parfois, ça va être de parler un petit peu de météo parce qu'on sait qu'ici au Québec, on aime ça parler de météo quand on croise des gens. Fait qu'on peut parler de la météo. On peut parler, par exemple, une petite nouvelle d'actualité, des choses comme ça qui vont revenir chaque matin. Ensuite, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des thèmes, des intentions de communication ou des choses que je veux travailler pendant à peu près une semaine. Donc là, ben, je vais choisir les intentions de communication que je veux travailler avec eux. Puis là, ben, souvent, ça va être ça, là, la deuxième heure, qu'on va travailler beaucoup, surtout à l'oral, là, parce que c'est vraiment par l'oral hein, qu'ils vont réussir à mieux s'intégrer. En alpha francisation, des fois, il faut voir c'est quoi nos objectifs aussi, autant à l'écrit qu'à l'oral, mais on s'attend pas là, à ce qu'à la fin d'un parcours en alpha francisation, l'élève soit capable d'écrire un texte argumentatif. On n'est vraiment pas là. Donc, il faut un peu revoir nos objectifs pour savoir justement à quel point là, je passe du temps sur recopier des mots, écrire des phrases et tout. Donc, moi, j'aime vraiment passer beaucoup, beaucoup par l'oral parce que c'est vraiment comme ça qu'ils vont réussir à entrer en contact avec les gens de la communauté d'accueil, avec aussi toutes les choses qu'ils ont besoin de faire, leurs rendez-vous, leurs enfants et tout ça. Donc, je choisis des intentions de communication pertinentes pour leur vie quotidienne et on fait beaucoup d'activités de ça à l'oral. Comme je parlais tantôt, je vais essayer de modéliser énormément, que ce soit là, par des enregistrements, des vidéos. Quand il y a du matériel authentique qui existe, c'est encore mieux, mais sinon, il y a de plus en plus de matériel là, en ligne qui est partagé dans la communauté d'enseignantes. Là. Donc, de modéliser le plus possible et ensuite de faire des activités orales où ils vont avoir l'occasion de répéter des formules apprises qui vont venir répondre aux intentions de communication visées. Par la suite, souvent, là, on va prendre une pause et là, ben, il va y avoir un petit peu d'écrit. Moi, je vais beaucoup avec les mots étiquettes, justement pour que ce soit des mots qui soient utiles dans la vie de tous les jours. Parce que des fois, si on y va trop par thème, j'avais remarqué que ben ça devient moins utile. Là. Sont pas vraiment, c'est pas vraiment nécessaire, par exemple, d'être capable d'écrire tuc, foulard, mitaine. Ça va être plus utile d'être capable d'écrire bonjour, madame, absent, des choses comme ça, bref, là, qui vont encore une fois venir répondre à des intentions de communication un peu plus concrètes, puis qui vont leur servir dans la vie réelle. Des fois, ça peut même être intéressant de leur demander aux élèves qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ça peut vraiment venir les aider directement dans des besoins concrets parce qu'ils s'en rendent compte qu'ici, au Québec, ils en ont besoin de l'écriture. Donc, dans quel contexte est-ce qu'ils en ont besoin? Puis comment on peut les aider à devenir un petit peu plus autonomes dans ces contextes-là? Ouais, c'est super. Puis je t'entends beaucoup parler des intentions de communication. Puis j'ai envie de te demander avec quoi tu travailles. Hein, parce que souvent, quand on aborde l'alpha-francisation, les gens disent, mon Dieu, il n'y a pas de programme. Puis je pense que c'est un élément qui fait peur à beaucoup de monde. Tu sais, je regarde mes étudiants, par exemple, disant, je me sens pas à l'aise d'aller en alpha-francisation parce qu'il n'y a pas de programme auquel me rattacher. Pas de programme officiel, du moins pas encore. Je pense qu'on l'attend tous depuis quelques années, mais avec quelle liste d'intentions tu travailles ou quel genre d'outils tu utilises? Est-ce que tu utilises, par exemple, des programmes maison qui ont été faits par ton CSS ou un autre CSS? Ou comment tu organises ta planification, justement, sans programme officiel? Ouais, ici, à Québec, au centre où je travaille, il y a un programme maison là, qui a été fait au CSS de la capitale. Puis c'est ça, je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent là, qui a été fait à Montréal, dans plusieurs écoles, il y a ça qui est utilisé aussi. Puis ça devient quand même une bonne base, au moins pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont vu avant, puis où est-ce qu'on veut les amener, qu'est-ce qu'ils vont voir après. Je pense qu'il faut le voir comme ça, même si effectivement, il n'y a pas encore là, de programme hyper détaillé cadre, puis qui va venir permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait même dans les autres centres, puis d'avoir du matériel peut-être là, qui est armé directement à chaque niveau, étant donné qu'il y a des différences là, de région en région. Mais déjà, les programmes cadres, je pense qu'il faut les voir comme ça vient nous donner au moins une petite piste. Et sinon, je pense que la clé, ça va vraiment être de s'adapter aux élèves qui sont devant nous, parce que dans plusieurs régions, quand même, moi, à Québec, je suis chanceuse, là, les groupes il y en a beaucoup, on a un gros bassin, donc les
classes sont relativement bien construites, mais dans d'autres régions, ben les personnes en alpha-francisation sont toutes dans la même classe, puis c'est très, très, très hétérogène. Fait que déjà, d'essayer de dresser un portrait de la classe, puis de se donner des objectifs, pas à trop long terme, là, mais de voir vraiment, OK, d'ici 3 ou 4 semaines, où est-ce que je souhaite amener ces élèves-là ou cet élève-là, si je dois y aller là, vraiment élève par élève, si c'est très hétérogène, mais d'essayer de travailler comme ça, sans justement être calqué sur un programme un peu comme en scolarisé. Je pense que ça peut aider aussi d'y aller vraiment avec c'est quoi le bagage de mes élèves, où est-ce que je veux les amener et pourquoi, c'est quoi mes objectifs. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à faire une meilleure planification, à mon avis. Merci beaucoup. Puis, quand on parle de planification, on parle aussi beaucoup de matériel pédagogique. Hein. Tantôt, tu as dit brièvement qu'il y avait des choses sur les plateformes. Est-ce qu'il y a du matériel, toi, qui répond à tes besoins ou tu penses qu'en alpha-francisation, on doit créer davantage de matériel que si on était en francisation régulière, par exemple? Je pense qu'il faut en créer plus. Encore aujourd'hui, même s'il y en a de plus en plus. Là. Il y a Pédagofa qui propose du matériel. C'est ça, les communautés, par exemple, sur Facebook. Il y a de plus en plus de choses qui sont accessibles. Des fois, c'est possible d'aller piger aussi dans le matériel d'alphabétisation, là, comme Réal de Montréal, ou dans le matériel qui est plus fait pour le primaire, hein, quand on veut apprendre à lire et écrire. Des fois, il y a des choses qui peuvent être adéquates. Mais ça reste que on s'adresse pas à des Québécois qui apprennent à lire et à écrire. On s'adresse pas à des enfants non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même un peu plus en créer ou s'organiser pour créer des belles communautés de partage pour pouvoir partager du matériel qui a été créé par des enseignants. Mais ce qui change aussi en alpha-francisation, c'est que le rythme est quand même assez lent. Dans le sens où j'ai pas besoin de donner une feuille à chaque 15 minutes. Là. On peut vraiment se pratiquer longtemps, faire aussi un peu plus d'oral. Je pense que c'est là qu'on va venir gagner aussi en planification, c'est de délaisser vraiment le papier. On n'a pas besoin d'en créer trop. On peut aussi vraiment là répéter, faire des activités orales, avoir des routines qui demandent peu de matériel. Puis c'est là où je pense que la planification devient un petit peu plus réaliste que quand on veut tout créer. Tout à fait. Puis je me souviens que chaque fois que tu viens dans ma classe, tu expliques toujours à mes étudiants, en fait, comment il faut utiliser des vraies images. Je t'entends. Puis moi, quand je pense à toi, je pense toujours un peu à ça, contrairement aux gens qui disent « Ah, je vais aller chercher des illustrations, des icônes sur Word, tout ça ». Toi, tu suggères toujours d'utiliser des vraies images. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu favorises, en fait, l'utilisation de vraies images en alpha-francisation? Des fois, on a tendance à vouloir des belles images qui vont bien sortir à l'imprimante, justement. Là, fait qu'aller choisir plus des icônes ou des dessins en noir et blanc. Le problème, c'est que des fois, ces codes-là d'icônes ou d'images qu'on pense qui sont faciles à comprendre vont être plus difficiles à décoder par des gens qui ont moins de bagage en littératie, qui ont moins lu de livres avec des images comme ça, qui en ont vu moins souvent, finalement. Fait que des fois, on va penser qu'une image est hyper évidente, puis elle le sera pas. C'est pour ça qu'on est mieux d'avoir des photos, parce que des photos, c'est plus facile à décoder. Je donne toujours l'exemple justement dans ton cours, un chaudron avec des petites lignes au-dessus pour dire que c'est chaud. Ben c'est pas clair nécessairement pour des gens. Ils peuvent penser c'est des spaghettis qui sont dans le chaudron, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent penser. Alors que si on voit une photo d'eau qui bout, ben là tout le monde comprend que c'est un chaudron avec de l'eau chaude dedans. Fait que c'est vraiment là où ça va faire une petite distinction. Puis éventuellement, plus les élèves vont aller à l'école, avancer dans leur parcours en alpha-francisation, ça devient moins important. Mais au début du parcours, on risque vraiment de se faire mieux comprendre si on utilise des photos. Oui, puis quand on parle de justement se faire comprendre, souvent à la base, il y a aussi tout le lien de confiance qu'on doit construire avec nos apprenants. Est-ce que c'est différent, construire un lien de confiance, c'est surtout avec des gens qui ont peut-être peur de l'école ou qui ont peut-être un rapport peut-être, je ne vais pas dire négatif, là, mais qui ont peut-être quelque chose à reconstruire. Est-ce que c'est plus complexe dans l'établissement de la relation avec tes apprenants? Je pense qu'il peut y avoir des gens là, qui ont eu des expériences négatives à l'école, ça c'est certain. Mais actuellement, ils se rendent compte assez vite qu'ici, c'est pas comme ça du tout, qu'ils peuvent faire des erreurs, qu'ils peuvent essayer, qu'ils peuvent poser des questions. Des fois, ça prend quelques semaines, hein, juste d'établir un peu le rapport d'autorité qui peut être vraiment différent là, entre l'enseignante et les élèves que dans d'autres pays. Là. Mais qu'ici, ils peuvent vraiment se sentir à l'aise de poser des questions. Puis,
bien souvent, leur enseignante ou leur enseignant vont devenir tellement leur personne ressource que le lien se crée assez vite parce qu'on va pouvoir vraiment les aider à comprendre le courrier qu'ils reçoivent à la maison, de temps en temps même à prendre un rendez-vous qu'ils ont besoin là, de prendre, à noter quelque chose, à signer un papier ou peu importe. Mais fait qu'on va devenir une personne ressource, puis c'est même assez valorisant, moi je trouve, là. On devient vraiment quelqu'un qui va les aider dans leur quotidien. Puis je trouve ça super bien aussi de voir, tu sais, que finalement, il n'y a peut-être pas de difficulté, en fait, avec le rapport à l'école, tu sais, parce que est-ce qu'il y a des gens qui te font des témoignages comme quoi, tu sais, par exemple, ils comprennent que c'est une chance, en fait, qu'ils ont peut-être, tu sais, est-ce que tu reçois des témoignages de gens qui sont, je sais pas comment dire ça, de leur façon, à quel point ils sont heureux, finalement, de pouvoir avoir la chance, finalement, d'aller à l'école? Ah, à tous les jours, là. Vraiment, là, c'est des gens qui sont reconnaissants d'être là, qui comprennent leur chance d'être là, qui veulent vraiment apprendre. Puis là, justement, avec les annonces de fermeture et tout ça, moi, c'est des choses que les élèves me disaient. Ils me disaient, ah, mais moi, j'ai juste eu 1 an, là. Si je pouvais continuer encore au moins un petit peu, ben, j'aurais eu le temps d'apprendre plus. Puis c'est des gens qui sont vraiment reconnaissants d'être là, puis qui voient comment c'est utile aussi. Qui se rendent compte vraiment là, de la pertinence, en fait, des cours que tu vas leur donner, là. Oui, vraiment. Puis, vous avez parlé justement des fermetures, tout ça. Est-ce que, à votre avis, c'est quoi l'évolution future de l'alpha-francisation, que ce soit à Québec où tu enseignes, mais au Québec en général ou dans les régions? Qu'est-ce que c'est, selon toi, l'évolution de l'alpha-francisation pour les prochaines années, prochains mois? Comment tu penses que ça va se passer ou comment tu vois ça pour l'alpha-francisation pour l'avenir? Ben c'est sûr que moi, si je pouvais être conseillère là, des ministres en ce moment, je leur expliquerais comment dans les CSS, c'était la meilleure place pour eux, juste à cause de toute l'équipe qui est là pour les accompagner. Nous, à notre centre, on était vraiment chanceux, mais on avait une travailleuse sociale qui pouvait les aider à juste mettre de l'ordre dans leur vie, prendre leurs rendez-vous, essayer de s'organiser mieux parce qu'on s'entend que c'est un gros déménagement qu'ils font là, quand ils arrivent ici, puis la vie est complètement différente, puis ils ont besoin de soutien. Fait qu'on avait ça. On avait une agente qui les aidait aussi avec tout ce qui est argent, les subventions auxquelles ils ont droit ou l'aide sociale à laquelle ils ont droit. Donc, tout ça, je pense que c'était extrêmement pertinent. Des conseillères en orientation qui pouvaient les aider à cibler un projet de vie puis à voir qu'est-ce qu'on fait après la francisation, parce que la francisation n'est pas éternelle, là. Qu'est-ce qu'on fait après? Puis avec le bagage qu'ils vont avoir réussi à accumuler pendant leur cours, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis qu'est-ce qui va répondre à leurs besoins, finalement. Fait que je pense que tout ça était extrêmement important, puis l'est encore. Après, ben là, si la francisation et l'alpha-francisation s'en va plus en milieu communautaire, je pense qu'il va manquer vraiment toute l'aide de ces professionnels-là qui étaient tellement importantes, puis qui les aidaient directement dans leur intégration. Puis je pense que c'est ça le but aussi de l'alpha-francisation, c'est d'accompagner ces élèves-là dans leur intégration. Fait que, ouais, je pense que c'est extrêmement important. Tu démontres que le filet social, en fait, autour de la population qui a besoin de francisation alpha est peut-être encore, je ne vais pas dire plus nécessaire, mais tu sais qu'on a vraiment besoin, en fait, de ce filet social-là lorsqu'on arrive puis qu'on n'a pas nécessairement tous les outils que d'autres ont. T'sais, donc, je pense que c'est encore plus important d'avoir vraiment un réseau de spécialistes autour de ces personnes-là. Oui, puis au même endroit, c'est vraiment aidant aussi parce que en tant qu'enseignante, moi, je peux référer mon élève à ma collègue travailleuse sociale. Je peux le référer à ma collègue qui est conseillère en orientation, tandis que si je dois lui dire, OK, là, je vais essayer de prendre un rendez-vous au centre multiethnique, tu vas aller là à telle heure, ben là, on vient de rajouter une couche de difficulté pour aider cette personne-là. Alors que dans un centre de francisation, on a toutes les ressources à une porte près ou à quelques secondes de marche, quelques portes de notre classe. Puis on favorise justement tous ces services-là au même endroit pour des gens qui ne connaissent pas nécessairement les autres services non plus. Oui, c'est bien de savoir que l'organisme existe, c'est bon, mais souvent, on arrive dans une nouvelle ville, on ne sait peut-être même pas comment prendre l'autobus, comment y aller, où est-ce que c'est, comment se débrouiller avec les gens. Fait que je pense que c'est d'autant plus important. Puis on espère que quelqu'un... En fait, moi, je suis pas mal sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent au ministère de la francisation qui va pouvoir peut-être essayer de faire quelque chose pour tout ça.
Puis j'avais peut-être une dernière question, en fait. Puis je me demandais, est-ce que vous avez une belle anecdote ou une belle réussite qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent? C'est quelque chose qui réchaufferait là, en cet hiver très froid jusqu'à maintenant, là, nos petits cœurs d'enseignants, peut-être. J'ai une idée de quelqu'un, là. J'essaie de penser à quelqu'un qui est peut-être plus récemment, là, mais j'ai une étudiante, une élève dans ma classe présentement, qui a un petit bébé, là, ben là, qui doit être rendu à 8 mois. Mais mettons, au début de l'année, là, il était plus jeune. Puis elle voulait vraiment revenir à l'école. C'était son souhait le plus cher. Elle voulait vraiment continuer à apprendre le français. Et puis, c'est pas facile là, avec un petit bébé à la maison qui dort pas tout le temps, c'est quand même des gens là, qui ont des vies occupées. Hein. On peut pas penser là, qu'ils peuvent tous étudier le soir à la maison là, pour apprendre plus vite. Souvent, ils n'ont pas le réseau non plus autour. Là, ils viennent d'arriver, Ben ils n'ont non, pas nécessairement exactement. de famille ou d'amis encore. Là, ouais. C'est ça. Fait que elle a vraiment là, elle s'est dépêchée, elle a réussi à trouver une place en garderie. Elle vient à l'école à tous les jours, des fois avec des petits yeux, mais toujours présente puis toujours prête à travailler. Et puis, je suis vraiment fière parce que cette étudiante-là, au début de l'année, elle lisait pas vraiment une syllabe et tout ça. Puis là, elle s'est tellement améliorée. Fait que ça aussi, c'est hyper motivant de voir que maintenant, elle peut lire, qu'elle se débrouille elle-même, qu'au début de l'année, elle venait me demander presque tout le temps là, de lui lire les papiers, de l'aider à remplir des formulaires, tandis que là, ben, elle se débrouille, elle vient juste me demander si c'est correct une fois qu'elle l'a fait. Donc, de voir des étudiants qui gagnent en autonomie, c'est vraiment, vraiment valorisant là, pour notre travail. Et puis toi, tu es à même de voir ou d'observer une progression rapide là, de quelqu'un qui ne sait pas lire une syllabe lorsqu'il arrive au début d'année avec toi, puis qu'à la fin, c'est se débrouiller en lecture. Là, tu parlais se débrouiller un petit peu, pas un texte oui, de c'est 250 mots, mais ils non, se débrouillent. Là, ouais. Alors qu'ils partaient ils n'avaient pas de connaissances. Puis là, pouf, on les amène vraiment, tu les amènes encore le plus loin possible. Puis vraiment, c'est une chance qu'ils ont d'avoir quelqu'un comme toi pour les accompagner. Bien, merci beaucoup, Catherine. Puis est-ce qu'il y a quelque chose de plus que tu voudrais dire ou un sujet qu'on n'aurait peut-être pas abordé sur lequel tu voudrais donner plus de détails ou un conseil pour quelqu'un qui commencerait en alpha-francisation? Oui, ben oui, je pourrais donner un petit détail là, sur les élèves parce que c'est une autre, peut-être une distinction qu'on n'a pas en scolarisé, c'est qu'en alpha-francisation, des fois, le classement est difficile à faire parce qu'il faut décider si les élèves vont être classés sur leur niveau à l'oral ou bien leur niveau à l'écrit. Fait qu'on peut se retrouver dans une classe avec des gens qui savent un petit peu lire dans leur langue, mais qui savent pas du tout parler français, ou quelqu'un qui a déjà appris le français dans son pays d'origine, mais qui est encore à zéro dans l'écriture. Donc, c'est d'essayer des fois de savoir là, pour un futur enseignant que notre groupe, c'est sûr et certain qu'il va être un petit peu hétérogène, au moins sur le plan d'une des deux compétences, soit à l'oral ou soit à l'écrit. Et puis, je pense que le conseil que je donnerais aux futurs enseignants avec ce défi-là, c'est de pas avoir peur de les placer avec des pairs aidants de temps en temps. C'est des gens qui aiment ça travailler en communauté, qui sont vraiment plus dans une vision collectiviste, là, moins individualiste. Ils aiment ça s'aider. Ils aiment ça aussi pouvoir compter les uns sur les autres. Fait que de mettre ça en place aussi dans notre salle de classe puis de former une petite communauté qui s'entraide, ça peut vraiment être gagnant sur le plan des apprentissages. Eh bien, merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, on souhaite un bon début d'année à tous les gens qui nous écoutent. Oui, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!